Bonjour à tous et bienvenue sur SysAdmin. C'est encore moi, Darius Siloki. Depuis le début de cette formation, notre serveur DHCP distribue automatiquement des adresses IP aux clients présents sur notre réseau. Mais imaginons maintenant une entreprise qui possède plusieurs réseaux. Par exemple, un réseau pour le siège social Nexacor et un second réseau pour une agence que nous appellerons école. Une question se pose alors. Le même serveur DHCP peut-il distribuer des adresses IP aux clients situés sur un autre réseau? La réponse est non, du moins pas directement. Pourquoi? Parce que les requêtes DHCP utilisent des messages broadcast et qu'un routeur ne transmet jamais un broadcast d'un réseau à un autre. Heureusement, il existe une solution, le DHCP relais, également appelé agent de relais DHCP. Dans cette vidéo, nous allons comprendre son fonctionnement, configurer un routeur Windows Server avec le rôle accès à distance, installer l'agent relais DHCP, mettre en place la communication DNS entre nos deux domaines, créer une nouvelle étendue DHCP entièrement avec PowerShell, puis vérifier qu'un client situé sur un autre réseau reçoit correctement sa configuration IP. Lorsque les clients se trouvent sur le même réseau que le serveur DHCP, tout fonctionne normalement. Le client envoie une requête DHCP Discover. Le serveur la reçoit immédiatement et répond par une adresse IP. En revanche, lorsque le client se trouve sur un réseau différent, cette requête broadcast est arrêtée par le routeur. Le serveur DHCP ne reçoit donc jamais la demande. Le client reste sans adresse IP. Le rôle du DHCP relais est justement de résoudre ce problème. Il reçoit les requêtes DHCP du client puis les transmet au serveur DHCP situé sur un autre réseau. Voyons maintenant ce qui se passe. Le client envoie une requête DHCP Discover en broadcast. Le routeur équipé de l'agent relais DHCP intercepte cette requête. Il la transmet ensuite au serveur DHCP. Le serveur répond normalement. L'agent relais récupère cette réponse et la renvoie au client. Pour celui-ci, tout est totalement transparent. Il reçoit sa configuration IP comme si le serveur DHCP se trouvait directement sur son réseau. Pour mettre en place notre laboratoire, nous allons procéder étape par étape. Nous allons installer le rôle accès à distance sur notre serveur qui servira de routeur. Nous allons installer le rôle accès à distance sur notre serveur qui servira de routeur. Nous activerons ensuite le routage LAN, puis nous installerons l'agent relais DHCP. Nous lui indiquerons l'adresse de notre serveur DHCP. Nous mettons ensuite en place les redirections conditionnelles DNS entre les deux domaines, puis nous créerons une nouvelle étendue DHCP avec PowerShell. Ensuite, nous terminerons par les tests depuis notre client Win11-01. Passons maintenant à la pratique. Donc, pour cette vidéo, nous allons partir avec 3 machines virtuelles. Ici, nous avons notre serveur principal qui possède. Nous avons notre serveur principal avec plusieurs rôles déjà installés. C'est le serveur que nous avons commencé depuis le début de cette formation sur le DHCP sur Windows Server 2025. Comme vous voyez, il a déjà les prérequis nécessaires et les 3 rôles installés juste ici. Et le second Windows Server 2025 ici, que j'ai nommé Bel Air, lui, il va jouer le rôle du routeur. On peut aussi utiliser un routeur PF16 pour l'agent relais DHCP, mais pour cette démo, j'ai préféré utiliser un Windows Server 2025. Comme vous voyez ici, il y a déjà quelques prérequis que j'avais déjà mis comme le nom que j'ai modifié, mais on n'a pas encore configuré sa carte réseau. Et ici, FS01, lui, c'est un autre Windows Server qui se trouve dans un réseau différent que notre contrôleur de domaine principal. J'ai déjà mis les prérequis nécessaires, par exemple. J'ai déjà mis en place un domaine et d'autres prérequis parce que je me dis que si vous êtes au niveau de la configuration du DHCP relais, donc les connaissances pour mettre en place un domaine, vous les connaissez déjà. Et tout au fond, c'est notre machine cliente auquel on va utiliser pour tester si le DHCP relais fonctionne correctement. Pensez à vous abonner à la chaîne SysAdmin. L'une des premières choses à faire ici, c'est vérifier d'abord les interfaces de nos cartes réseau. Par exemple, si je viens sur notre contrôleur de domaine principal, je fais un clic droit sur le nom de notre machine virtuelle, je viens dans Paramètres et je viens dans Carte réseau. Je vois ici, il est relié à la carte réseau virtuelle VMnet 8. C'est très important de maîtriser les cartes réseau.
Si je viens au niveau de notre deuxième contrôleur de domaine qui se trouve dans une autre forêt, différent de notre forêt principale, si je viens dans paramètres et je viens ici, je vois qu'il est relié à la carte de réseau virtuel VMNet 7. Et c'est pas tout. Je dois venir tout en haut de mon hyperviseur VMware Workstation. Je fais un clic droit dans modifier et j'en viens dans éditeur de réseau virtuel. Je patiente pendant le chargement de la configuration réseau et je viens dans modifier. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est la carte réseau VMNet 8 et VMNet 7. Donc les deux cartes réseau, VMNet 8 et VMNet 7. Si je viens dans VMNet 8, voici la configuration réseau. C'est très important de maîtriser la configuration réseau. Si je viens dans les paramètres du NAT, ici, j'ai ma passerelle réseau qui est juste là. C'est vraiment des éléments très importants à maîtriser parce que lors de la configuration de notre routeur, on aura besoin des informations de nos différentes cartes réseau. Et si je fais pareil au niveau du VMNet 7, et voici la carte réseau. Comme vous le constatez déjà sur les deux cartes réseau, même sur l'autre carte réseau, le DHCP est décoché. Je n'ai pas coché le service DHCP afin qu'on puisse avoir une même mise sur la distribution des adresses IP. Vu que c'est une carte réseau qui est en haute uniquement, donc on ne peut pas aller dans les paramètres NAT. Voilà pourquoi vous voyez que non, ici, on n'a pas accès aux différents paramètres. Voici la configuration un peu de nos deux cartes réseau virtuelles qui est le VMNet 8 et le VMNet 7. Donc, après avoir fait cela, nous allons venir au niveau de notre routeur. On va faire un clic droit, venir dans paramètres. Et ici, j'ai qu'une seule carte réseau qui est déjà reliée à VMNet 8 qui correspond à la carte réseau à VMNet 8 qui correspond à la carte réseau de mon contrôleur de domaine qui possède aussi le rôle DHCP. Ici, il me manque une deuxième carte réseau que je vais devoir ajouter. Pour le faire, je viens dans Ajouter, je sélectionne carte réseau et je fais Terminer. Et ici, nous allons maintenant associer cette carte réseau au VMNet 7 qui correspond à notre second contrôleur de domaine qui se trouve dans une autre forêt que notre contrôleur de domaine principal. Et je fais OK. Après avoir fait cela, vous devez venir au niveau de votre machine physique et saisir la commande ncpa.cpl afin de pouvoir configurer les différentes cartes réseau. Parce qu'il faut savoir une chose, que c'est la machine physique qui gère les cartes réseau virtuelles. Même si vous avez configuré les cartes réseau au niveau de votre hyperviseur, il faut savoir que c'est la machine physique qui a la même mise sur toutes les cartes réseau. Ici, je vais venir au niveau du VMNet 7. Je viens dans Propriétés. Je cherche protocole Internet version 4, donc IPv4. Donc, moi, c'est 10.10.5 que j'avais déjà configuré avant. Et je vais faire aussi pareil pour le VMNet 8. Donc, OK. Quand vous venez sur VMNet 8, propriété, je viens dans protocole Internet version 4. Comme vous le constatez ici, ma carte réseau aussi est déjà configurée. Elle est bel et bien dans les réseaux que nous avons configurés au niveau de notre hyperviseur VMware Workstation. Et voici même la passerelle qui est juste là. Au moment de la configuration, configurez bien les cartes réseau sur votre machine physique parce que c'est votre machine physique qui contrôle les cartes réseau qui se trouvent au niveau de l'hyperviseur. Bon, étant donné que tout est bon, je peux fermer. Ensuite, on va revenir au niveau de notre routeur. Une fois au niveau de notre routeur, comme vous voyez ici, si vous venez sur serveur local, on a deux cartes réseau. Nous allons commencer par configurer les différentes cartes réseau. Donc, je fais un clic droit sur Ethernet 0, comme vous voyez juste là. Et quand je viens, on a nos deux cartes réseau. Donc, moi, je vais commencer par la carte réseau qui appartient à l'interface Ethernet 0. Donc, je viens ici. Donc, moi, je vais commencer par la carte réseau qui appartient à la forêt core.nexacore.com. Donc, je fais un clic droit. Je viens dans Propriété, dans Protocole version 4. Et ici, je vais venir dans Utiliser l'adresse IP suivante. Donc, au niveau de la carte réseau du routeur, comme adresse IP, nous allons mettre l'adresse IP de la passerelle 192.168.4.254. Et je mets le masque. Il faut bien noter cette étape. Pour configurer la carte réseau du routeur, l'adresse IP du routeur doit être l'adresse IP de la passerelle utilisée par le réseau Nexacore que vous voyez ici. Il n'y aura pas de passerelle à mettre ici en bas. Je fais OK.
Je viens au niveau de la carte réseau Ethernet 1, qui est une carte réseau qui appartient à la seconde forêt, école.com. Donc, je viens dans Propriété, protocole Ethernet version 4, utiliser cette adresse et ici, je vais mettre l'adresse IP de mon routeur qui est autre que l'adresse IP auquel la forêt école.com va utiliser comme passerelle. Donc, je fais 10.10.10.254. Je viens tout en bas ici. Voilà. Nous sommes sur du slash 24, 255 et 255. Il ne faut pas oublier qu'il n'y aura pas de la passerelle ici. Donc, je viens et je fais OK. Je vais désactiver les deux cartes réseau. Je désactive et je réactive. Je fais pareil ici. Je désactive et je réactive. Une fois la configuration au niveau des deux cartes réseau terminée, si je viens au niveau du serveur DC01, juste ici, par vérifier sa configuration réseau, je fais un double clic sur Ethernet 0, là où il y a l'adresse IP. Je fais un clic droit, je viens dans Propriété et je viens dans Protocole Internet version 4. Vous constatez que l'adresse IP de la passerelle utilisée par notre serveur DC01 est autre que l'adresse IP de la carte réseau Ethernet 0 de notre routeur. Et si je viens au niveau de notre seconde forêt, si je viens sur Ethernet 0, voilà, et je fais un clic droit au niveau de la carte réseau, donc propriété, protocole Internet version 4, et ici, je n'avais pas renseigné de passerelle. Donc, l'adresse de la passerelle que je vais mettre, ça sera le 10.10.10.254, qui est autre que l'adresse IP de la seconde carte réseau de notre routeur. Et je fais OK. Donc, c'est vraiment les premières choses à mettre en place. Une fois la configuration réseau terminée, si on vient au niveau de notre routeur pour faire un test de connectivité, donc je viens dans Bel Air et je ouvre le CMD. Si je fais un ping sur notre serveur DC0, donc ping, je mets l'adresse IP de notre serveur, 4.180. On voit que le test de connectivité entre notre routeur et notre serveur DC01 fonctionne. Je vais faire pareil avec le serveur FS01. Donc, je vais pinguer l'adresse IP de notre serveur, ping 10.10.10 et .10, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, notre routeur arrive à communiquer correctement avec nos deux différentes forêts. Il n'y a pas encore une connexion entre nos deux différentes forêts. Parce que si je viens au niveau de mon serveur DC01, je ouvre le CMD et puis j'essaie de faire une test de connectivité avec la deuxième forêt. Ping. Donc, ça sera 10.10.10.10, qui est l'adresse IP de notre forêt école.com. Il ne va pas arriver à communiquer avec notre deuxième forêt. Et pareillement, si je viens au niveau du deuxième forêt pour essayer de communiquer avec la première forêt, attendez, vous allez voir, CMD, et je vais essayer de communiquer avec la première forêt. Donc, ping 192.168.4.180. Voilà. Et comme vous constatez, la seconde forêt n'arrive pas aussi à communiquer avec la première forêt. Et c'est tout à fait normal. Nous allons résoudre ce problème afin que les deux forêts puissent communiquer normalement. Parce que si les deux forêts ne communiquent pas, le relais DHCP ne va pas fonctionner. Comme les deux contrôleurs de domaine qui vont établir la relation ne sont ni dans la même forêt, ni ne partagent aucune information au niveau DNS, nous devons faire des redirections conditionnelles. On commence avec notre premier contrôleur de domaine, qui est le DC01. On ferme ces différentes fenêtres. On va venir au niveau du rôle DNS. On fait un clic droit. On vient dans Gestionnaire DNS. Une fois dans cette interface, nous allons dénuyer. On va faire un clic droit dans Redirecteur conditionnel.
nouveau redirecteur conditionnel. Ici, nous allons renseigner le nom du domaine cible. Et pour nous, notre domaine cible, c'est le domaine qui se trouve au niveau du deuxième forêt, qui est école.com. Donc, ça sera juste ici. Moi, je mets école.com. Une fois que c'est fait, ici, je vais maintenant renseigner l'adresse IP de notre second contrôleur de domaine. Donc, pour moi, ça sera 10, 10.10 et .10. Ensuite, je vais cocher la case stocker les redirecteurs dans tous les contrôleurs de domaine. Ne tenez pas compte de la croix rouge. Elle est due au délai trop important pour la résolution du nom. Cliquez sur OK, qui se trouve juste ici. Et nous allons faire la même chose au niveau de notre second contrôleur de domaine. Je viens au niveau du DNS. Je fais un clic droit. Gestionnaire DNS. Voilà, je vais déplier. Je viens au niveau du redirecteur conditionnel. Je fais un clic droit, nouveau redirecteur conditionnel. Et ici, je vais maintenant renseigner le nom de domaine complet de notre première forêt. Si je viens ici, donc pour ça, on a terminé, on peut fermer. Donc, si je viens sur serveur local, le nom complet est juste là, core.nexacore.com. Donc, je repars au niveau de ma deuxième forêt. Et ici, je mets core.nexacore.com. Ou bien, pour éviter que vous fassiez d'erreur, vous pouvez venir au niveau du nom ici. Et pour pouvoir copier correctement le nom, vous cliquez sur le nom du domaine. Et le nom du domaine est juste là. Je repars au niveau de mon deuxième et je colle. Ensuite, ici, je vais renseigner l'adresse IP du contrôleur de domaine de ma première forêt, qui est 192.168.4.180. Et je coche pareillement stocker ce redirecteur conditionnel dans Active Directory et je fais OK. Après avoir fini avec les redirecteurs conditionnels, nous allons revenir au niveau de notre routeur et puis installer le rôle accès à distance. Pour ce faire, nous allons venir dans Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Ensuite, on vient dans Suivant, Suivant, Suivant. Et ici, on va cocher accès à distance. C'est ce rôle-là que nous allons cocher. Une fois le rôle coché, nous allons faire Suivant, Suivant. On poursuit. Et à ce stade-là, nous allons cocher la case routage. On accepte ajouter des fonctionnalités. Une fois les deux fonctionnalités ajoutées, nous, on va faire suivant jusqu'à l'installation. Et ici, on installe notre fonctionnalité. On patiente pendant la phase d'installation. Une fois l'installation terminée, nous, on va venir sur Fermer. Nous allons ouvrir l'invité de commande. On va d'abord nettoyer l'invité de commande, donc CLS, afin que ça puisse être propre. Voilà. Nous allons saisir la commande LRASM GMT et .mc. Cela va ouvrir la fenêtre de gestion du routage. On va élargir un peu. Ensuite, je vais venir au niveau du nom de mon routeur, faire un clic droit. Ensuite, je vais venir dans configurer et activer le routage et l'accès à distance. Nous, on va cliquer sur Next. Et au niveau de cette interface, nous allons choisir configuration personnalisée. Et je fais suivant. Dans l'écran suivant, nous allons sélectionner routage réseau. Et suivant. Ensuite, on fait terminer. Là, il nous demande de redémarrer le service. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons accepter. On redémarre le service. La configuration du routage est terminée et la fenêtre du rôle doit ressembler à ceci. Et si nous venons au niveau de l'IPv4, on vient dans Général. Qu'est-ce que nous constatons? Voici nos deux cartes réseau qui sont ici.
la carte réseau Ethernet 0 avec son adresse IP qui est la passerelle de notre première forêt. Et nous avons Ethernet 1 avec son adresse IP qui est autre que la passerelle de notre deuxième forêt. À ce stade, si on vient au niveau de notre première forêt, on ouvre l'invité de commande, on essaie de faire un test de connexion. Donc, on va pinguer l'adresse IP de notre deuxième forêt qui est 10.10.10.10. Là, nous constatons que notre premier contrôleur de domaine arrive à communiquer avec notre second contrôleur de domaine. Et si on fait pareil au niveau de notre deuxième forêt, donc on ouvre l'invité de commande, TMD, en tant qu'administrateur, voilà, et on répète l'opération ici. Cette fois-ci, on va maintenant pinguer l'adresse IP du contrôleur de domaine de notre première forêt, qui est 192.168.4.180. Et on voit aussi que notre deuxième forêt arrive à communiquer maintenant avec le contrôleur de domaine qui se trouve dans l'autre réseau. Et si on essaye avec les noms de domaine, donc par exemple, au niveau de notre deuxième contrôleur de domaine, on fait un ping sur le nom de domaine qui est core.nexacore.com. Ça fonctionne. Cela veut dire que les redirections DNS que nous avons mis au niveau des serveurs fonctionnent normalement. Donc, ils peuvent communiquer soit par l'adresse IP ou soit par les noms de domaine. Et si je viens au niveau du premier contrôleur de domaine, je fais pareil. Je vais faire un test de connexion avec le nom de contrôleur de domaine de ma deuxième forêt, qui est école.com. Nos deux forêts arrivent à communiquer normalement. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette formation. Ensuite, nous allons maintenant passer à la configuration de l'étendue auquel on va utiliser pour le DHCP relais. Et cela va se passer au niveau du serveur DC01 parce que c'est lui qui possède le rôle DHCP. On va faire cela via PowerShell. Je vais ouvrir la console PowerShell. Voilà. Exécutons en tant qu'administrateur. Voilà. Une fois la commande lancée, nous allons venir ici et faire nouveau script. Pour la configuration de l'étendue DHCP via la PowerShell, la première commande que nous allons lancer, c'est HDHCP server qui est juste là. HDHCP server scoop. Ensuite, vous maintenez la touche Alt-GR de votre clavier et vous la combinez avec la touche 7. La deuxième commande ici, c'est name pour donner le nom à notre étendue. Comme nom, moi, je vais donner étendue école. Je ferme et on fait pareil. Nous allons poursuivre avec le paramètre start range. Cela permet d'indiquer la première adresse IP qui sera distribuée. Donc, pour nous, ça sera 10.10.10.20. Et on ajoute le paramètre end range pour indiquer la dernière adresse IP qui sera distribuée. Donc, 10.10.10.30. On poursuit avec le paramètre last duration. Cela permet de déterminer la durée du bail. Et pour nous, je vais mettre un bail de 15 jours. Il faut faire très attention au niveau de l'écriture. Je commence par 15, qui veut dire 15 jours, et puis point. Et là, je mets l'heure maintenant. Donc, double 0, donc 2 points, 0, 0, 2 points, et je finis par 0, 0. Donc, qui signifie heure, minute, seconde. Ici, je vais maintenant ajouter le masque, qui sera subnet mask. Ici, notre masque, c'est 255.255.255 et 255.0. On ferme. Et j'ai oublié de dire ici, scoop qui veut dire étendue, tout en haut. Moi, je vais aussi activer cette étendue. Pour l'activation, je vais mettre le paramètre state et je mets active. Voici les différents paramètres que vous allez mettre pour la configuration d'une étendue via PowerShell. Et pour exécuter la création de notre étendue,
je vais venir juste ici et dire exécuter le script. Je valide. Comme vous pouvez le voir, mon étendue est créé. Si je viens au niveau de mon serveur DHCP pour vérifier, donc je clique d'abord sur le rôle DHCP. Ensuite, je viens ici, je fais un clic droit et gestionnaire DHCP. Si je ouvre au niveau du l'IPv4, voici l'étendue auquel je viens de créer. Ça est juste là. Donc, si je ouvre cette étendue, je vais déplier au niveau de l'étendue. Donc, voici le pool d'adresses, donc l'adresse de début. Chez nous, c'était le start range qu'on a mis au niveau de PowerShell qui est là. Et le end range, ça est là. La première phase de la création de notre étendue via PowerShell a fonctionné normalement. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase pour terminer la création de cette étendue. Donc, on va maintenant configurer les options DHCP. Et je vais venir ici. Voilà, je vais effacer les commandes que nous avons mis. Ou bien, je vais les commenter, c'est mieux, afin que vous voyez toutes les commandes de notre configuration. Cela va faire en sorte que si on exécute à nouveau le script, ces commandes ne seront plus prises en compte. Donc, nous, on va maintenant passer à la configuration des options. Et pour la configuration des options DHCP, nous, on va commencer par le paramètre 7 DHCP Server version 4, dans le V c'est version, et puis option value qui est juste là. Nous allons configurer l'option 3 qui est l'option de la passerelle. On va ajouter maintenant option ID pour donner l'ID de l'option que nous voulons configurer, et pour la passerelle c'est 3. Et on met la valeur 3. Ensuite, on va mettre value pour indiquer l'adresse IP de la passerelle qui est 10.10.10.254. On va mettre maintenant le scoop ID, comme j'avais dit, le scoop qui veut dire étendu, et le scoop ID ici, nous allons mettre maintenant notre adresse réseau qui est 10.10.10.0. Et en deuxième position, nous allons maintenant configurer le serveur DNS. On va aller sur 7. Pour les options, ça commence toujours par 7. DHCP, option value. Pour le serveur DNS, ça sera l'option 6. Donc, on va sur option ID. Pour le serveur DNS, c'est l'option 6. Ensuite, value. J'indique l'adresse IP de mon serveur DNS. N'oubliez pas que c'est l'adresse IP du contrôleur de domaine de notre deuxième forêt, qui est 10.10.10.10. Je continue avec le scoop ID, qui n'est rien que l'adresse de notre réseau. 0. Ensuite, le troisième paramètre très nécessaire que nous allons mettre ici, c'est le nom de domaine. Donc, on y va avec 7, toujours 7 DHCP version 4, option value. Et nous, on y va sur option ID. Pour le nom de domaine, c'est l'option 15. Ensuite, le value. Ici, le value, c'est le nom de notre domaine, qui est autre que le domaine de notre deuxième forêt. Donc, qui est école.com. On n'oublie pas toujours le scoop ID, qui est 10.10.10.0. Après avoir configuré ces trois options, voilà, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Et là, même si on vient au niveau de notre serveur DHCP avant que je puisse lancer la commande, si je viens au niveau de notre étendue, cette étendue, et si je viens dans les options, comme vous voyez ici, donc là, il a hérité des options du serveur parce que nous n'avons pas configuré les options au niveau de cette étendue. Et lorsque nous allons configurer ces options, il va remplacer maintenant ces options par les options de l'étendue. Si vous suivez la formation depuis le début, lorsque on ne configure pas les options au niveau de l'étendue, alors l'étendue hérite automatiquement des options du serveur. Lorsqu'on va configurer les options de nouveau de l'étendue, alors c'est les options de l'étendue qui seront maintenant prioritaires à ceux du serveur. Donc voilà pourquoi lorsqu'on va valider la commande au niveau de PowerShell, ces options-là seront remplacées parce que les options de l'étendue sont supérieures aux options du serveur. On laisse ça comme ça et je reviens au niveau de PowerShell. Ici, on va exécuter le script. Voilà. Là, tout est bon au niveau de notre PowerShell. Il n'y a pas de message d'erreur.
Et si je viens maintenant au niveau du serveur DHCP, voilà, si j'actualise, vous allez voir, automatiquement, il a remplacé les options du serveur parce que les options de l'étendue sont prioritaires aux options du serveur. Si vous avez du mal à comprendre le principe d'héritage au niveau du serveur DHCP, j'ai fait une vidéo qui explique en détail ces différentes fonctionnalités. Donc là, tout est bon au niveau de l'étendue. Donc, voici comment on crée une étendue au niveau de PowerShell. Normalement, tout est bon, mais pour plus de sécurité, je vais vous conseiller de redémarrer le service. Pour redémarrer le service, vous allez venir au niveau du nom complet qui se trouve juste là. Donc, on fait un clic droit, on vient dans toutes les tâches et puis redémarrer. Normalement, tout est bon. Après avoir préparé l'étendue qui sera utilisée par notre DHCP relais pour distribuer les adresses IP automatiques dans notre deuxième forêt, nous allons revenir au niveau de notre routeur pour configurer le rôle DHCP relais. Et il faut noter que le rôle DHCP relais ne se configure que sur un routeur. Nous allons donc dans le serveur qui fait office de routeur pour créer notre agent relais DHCP. N'oubliez pas que notre serveur qui fait office du routeur n'est dans aucun domaine. Et pour aller configurer l'agent relais, on peut venir juste ici, vu que je n'avais pas fermé, ou bien vous pouvez venir dans la barre de recherche et puis taper routage. Voici la fonctionnalité et vous pouvez exécuter en tant qu'administrateur pour avoir accès à la console de gestion. Donc pour moi, vu que je n'avais pas fermé, c'est juste en bas, j'ouvre la console. Une fois au niveau de la console, je viens au niveau de l'IPv4, puis dans Général, je fais un clic droit et je sélectionne Nouveau protocole de routage. Et voici les différents protocoles qui s'affichent ici. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le DHCP relais agent. Je sélectionne DHCP relais agent et je valide. Et il s'affiche maintenant juste ici. Il nous faut maintenant dire à l'agent relais sur quelle interface il doit écouter les messages DHCP des machines clients. Et si nous allons dans Général, nous pouvons voir quelle interface est dans le réseau 10.10.10.0. Nous allons donc dire à l'agent relais d'être à l'écoute sur la carte réseau Ethernet 1. Donc, on fait un clic droit au niveau de l'agent relais et sélectionner Nouvelle interface. Ici, voici nos deux cartes réseau. On sélectionne l'interface Ethernet 1 et on vient sur OK pour valider. Et cette nouvelle interface va s'ouvrir. Tout ce que nous allons faire, c'est d'appuyer sur OK. Il nous faut maintenant dire à l'agent relais où envoyer les demandes DHCP des clients. Donc, sur DHCP relais, je fais encore un clic droit, propriété. Et ici, je vais maintenant indiquer l'adresse IP du serveur qui possède le rôle DHCP. Pour nous, c'est le contrôleur de domaine cornexacore.com de la première forêt. Et son adresse IP, c'est 192.168.4.180. Et je clique sur Ajouter. Et je fais OK. Nous allons aller maintenant au niveau de la machine cliente Win11-01 pour essayer de tester la connectivité si le client va recevoir l'adresse IP via le serveur DHCP qui se trouve dans une autre forêt. Au niveau de la machine Win11, si je pars vérifier d'abord la configuration réseau, je fais ncpa.cpl. Je viens dans Propriété. Ensuite, protocole Internet version 4. Comme vous voyez ici, il utilise une adresse IP statique. Et l'adresse réseau ne fait pas aussi partie de la plage que nous avons configurée au niveau de notre serveur DHCP. Je vais ouvrir l'invité des commandes CMD. Je tape la commande ipconfig. Vous pouvez voir les informations qui sont ici. Et si je veux afficher toutes les informations nécessaires, ça sera ipconfig/all. Voilà. Là, on a toutes les informations nécessaires. Et comme vous le constatez, lorsqu'on vient au niveau du DHCP active, ici c'est non. Ce qui veut dire que l'adresse IP que vous voyez ici, c'est une adresse IP statique. Ce que nous allons faire ici, nous allons maintenant répartir au niveau de la carte réseau de la machine cliente. Et comme vous constatez ici, il n'y a pas de passerelle au niveau de l'interface graphique.
Moi, maintenant, je vais faire en sorte que notre machine cliente puisse demander l'adresse IP via le DHCP pour voir si le DHCP relais fonctionne correctement. Ici, je vais maintenant sélectionner obtenir une adresse IP automatique et je fais pareil au niveau du serveur DNS. Ensuite, je mets OK. Voilà. Là, déjà, il est en train d'identifier le réseau. Vous remarquez que non, automatiquement, il y a le nom du domaine qui apparaît. Cela veut dire que le DHCP relais déjà fonctionne correctement. Mais pour être plus sûr, nous allons venir au niveau du CMD. Et si je mets ipconfig/all, voilà. Comme vous pouvez le constater, au niveau du suffixe DNS, il y a maintenant le nom du domaine. Et vous voyez ici le DHCP activé. Oui. Voici l'adresse IP de notre machine qui devient maintenant 10.10.10.20 qui correspond à l'adresse de début. Donc, la première adresse IP que notre serveur DHCP allait partager au niveau du relais. Et pour être même encore plus sûr, vous pouvez voir l'adresse IP du serveur DHCP. Vous comprenez que le serveur DHCP ne fait pas partie du même réseau que la machine cliente. Cela confirme que notre machine cliente obtient son adresse IP via un serveur qui ne se trouve pas dans son réseau. En conclusion, le relais DHCP fonctionne correctement. Si on vient au niveau de notre étendue, voilà, et on vient dans les baux d'adresse, on va voir l'adresse IP qui est déjà utilisée par notre machine cliente avec toutes les informations nécessaires. Oui, vous pouvez aussi mettre en place des réservations, des instructions au niveau de votre étendue. Donc, on peut dire que grâce au DHCP relais, un seul serveur peut distribuer des adresses IP à plusieurs réseaux. Il n'est plus nécessaire d'installer un serveur DHCP dans chaque agence ou sur chaque VLAN. L'administration est centralisée, la maintenance est simplifiée et toutes les modifications sont réalisées sur un seul serveur. Dans cette vidéo, nous avons compris pourquoi un serveur DHCP ne peut pas distribuer directement des adresses IP à travers un routeur. Nous avons découvert le rôle de l'agent relais DHCP et configuré sur un routeur Windows Server avec le rôle accès à distance. Nous avons ensuite mis en place des redirections conditionnelles DNS afin de permettre la communication entre nos deux domaines, puis créer une nouvelle étendue DHCP entièrement avec PowerShell. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne sysadmin pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de cette formation. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons le DHCP Failover, une fonctionnalité qui permet de garantir la haute disponibilité du service DHCP afin de s'assurer une distribution continue des adresses IP même en cas de panne d'un serveur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.